La veuve était considérée comme la plus laide du village, jusqu'à ce que le riche châtelain lui dise ceci. Dans un petit village, il y avait une veuve que tout le monde appelait la plus laide. Les jolies femmes se moquaient d'elle, l'humiliaient sur la place, et personne ne croyait que quelqu'un pourrait la voir autrement. Elle vivait la tête baissée, travaillant dès l'aube, élevant seule ses 2 enfants dans une humble masure qui tenait à peine debout. Personne ne lui parlait, personne ne la respectait, et encore moins quelqu'un la choisirait. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'un homme l'observait en silence, un riche propriétaire terrien qui passait par le village et voyait ce que les autres ne voulaient pas voir. Et un jour, devant tout le monde, il fit quelque chose qui laissa les jolies femmes paralysées. Il s'arrêta devant la veuve et prononça des paroles qui changeraient tout pour toujours. Ce qui vint ensuite fut une guerre silencieuse, des lettres menaçantes, des mensonges cruels, des attaques dans l'obscurité. Quelqu'un était prêt à la détruire avant qu'elle n'atteigne le bonheur. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Cliquez sur le bouton j'aime et passons à l'histoire. Le vent soulevait la poussière dans la rue principale de Valensole-les-Buis quand Adèle Moreau sortit de l'épicerie de Monsieur Bernard avec un sac de lentilles et 2 kilos de farine. Elle portait la même robe de coton délavé marron de toujours, les cheveux attachés en une tresse effilochée, et marchait la tête légèrement inclinée, comme quelqu'un qui a appris à se faire petite pour ne pas déranger. Elle avait 38 ans. Mais la vie lui avait gravé des rides prématurées autour des yeux et au coin de la bouche. Sa peau mate était tannée par le soleil des champs d'oliviers, où elle travaillait dès l'aube, et ses mains rêches racontaient l'histoire d'une femme qui n'avait jamais connu le repos. Depuis la mort de son mari il y a 5 ans, dans un accident sur la route d'Aix-en-Provence, Adèle avait élevé seule ses 2 enfants, Rémi, 14 ans, et la petite Sophie, 11 ans. Ils vivaient dans une petite masure en pierre au bord du village avec un toit de tôle rouillé, et une basse-cour où ils élevaient 3 poules maigres. Tout le village connaissait son histoire, mais ne s'en souvenait pas avec compassion. Il s'en souvenait avec moquerie. « Tiens, voilà la laide !» murmuraient les femmes quand elles passaient devant le marché. Pauvres enfants avec une telle mère. Camille Dubois et Manon Lefebvre, les 2 plus jolies femmes du village, selon elles-mêmes et selon les hommes qui les suivaient du regard, étaient assises sur un banc de la place quand Adèle passa devant elles. Camille portait une robe jaune ajustée et des talons hauts qui claquaient sur le pavé. Manon arborait un maquillage parfait et un chemisier décolleté qui laissait voir un faux collier en or. Toutes 2 lâchèrent un rire aigu en voyant Adèle. « Regarde-moi ça !» dit Camille assez fort pour qu'Adèle entende. « Comment ose-t-elle sortir comme ça? Si j'avais ce visage, je resterais enfermée. » Manon se couvrit la bouche avec une fausse modestie. « Oh, ma chère, ne sois pas cruelle. Bien que tu aies raison, même avec tout l'argent du monde, personne ne la regarderait. » Adèle serra son sac contre sa poitrine et continua de marcher. Elle ne répondit pas. Elle ne le faisait jamais. Elle avait appris que le silence faisait moins mal que les mots. Elle tourna à l'angle vers le chemin de terre qui menait à sa maison, et c'est alors qu'elle entendit le trot lent d'un cheval derrière elle. Elle se rangea sur le côté du chemin sans se retourner. Elle savait que les propriétaires passaient souvent par là, en direction des collines, et elle ne voulait pas déranger. Mais le cheval s'arrêta à côté d'elle. Elle leva les yeux surprise et vit un homme grand d'environ 45 ans, avec un chapeau à large bord et une chemise de travail impeccablement propre. Il montait un cheval de bonne race. Elle le reconnut immédiatement. C'était Gaspard de Montaigne, le propriétaire du domaine des Mimosas, l'une des plus grandes propriétés de la région. On disait qu'il avait des terres d'Avignon jusqu'à Aix-en-Provence. Un homme riche, un homme important. Il la regarda avec des yeux tranquilles, sans hâte. « Bonjour, madame. » Adèle baissa les yeux. « Bonjour, monsieur. » Gaspard ne bougea pas. Le cheval souffla doucement. « Vous allez chez vous ? » ?»« Oui, monsieur. Permettez-moi de vous accompagner. Le chemin est solitaire. » Adèle sentit un nœud dans la gorge. Personne ne l'accompagnait, personne ne la regardait, et encore moins un homme comme lui. Elle crut que c'était une blague cruelle, une autre humiliation déguisée en courtoisie. Mais quand elle leva les yeux, elle vit dans le regard de Gaspard quelque chose qu'elle ne savait nommer. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de la moquerie, c'était quelque chose de différent, quelque chose que personne ne lui avait montré depuis des années. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur, c'est proche. J'insiste. » Et sans attendre de réponse, Gaspard descendit de cheval et commença à marcher à ses côtés, tenant les rênes d'une main. Adèle marcha en silence, le cœur battant, sentant les regards des voisines qui épiaient par les fenêtres. Elle savait que demain tout le village en parlerait, et elle savait que ce ne serait rien de bon. Quand ils arrivèrent devant sa maison, Adèle murmura un merci presque inaudible et entra rapidement, fermant la porte en bois derrière elle.
Gaspard resta un moment dehors, regardant l'humble masure, la basse-cour, les poules picorant la terre sèche. Puis, il monta sur son cheval et s'éloigna au trot, en direction des collines. Mais ce qu'Adèle ne savait pas, ce que personne dans le village ne savait, c'était que Gaspard de Montaigne l'observait depuis 3 ans. 3 ans à voir comment elle aidait la vieille mère Thérèse à porter son bois. 3 ans à voir comment elle partageait son maigre déjeuner avec les enfants du chemin. 3 ans à voir comment elle supportait les moqueries avec dignité, sans répondre, sans s'effondrer. Et en ces 3 ans, Gaspard avait pris une décision qui était sur le point de tout changer. Le lendemain, alors que le soleil commençait à peine à réchauffer le pavé de la place, Gaspard de Montaigne arriva au village monté sur son meilleur cheval. Il n'était pas seul. Il était accompagné de 2 de ses ouvriers de confiance. Il s'arrêta devant l'épicerie de M. Bernard, juste là où les femmes du village se réunissaient chaque matin pour acheter et pour potin. Camille et Manon étaient là, bien sûr, avec leurs nouvelles robes et leur rire tapageur. Gaspard descendit de cheval et se dirigea directement vers le groupe. Toutes les conversations s'arrêtèrent. Le silence tomba sur la place comme une pierre. « Bonjour », dit Gaspard d'une voix ferme. « Je viens chercher Madame Adèle Moreau. Quelqu'un sait-il où je peux la trouver ?» Camille cligna des yeux confuses. Manon lâcha un rire nerveux. « Adèle, la veuve ? Oui, elle ? Eh bien, elle doit être chez elle. Monsieur de Montaigne. Pourquoi la cherchez-vous » Gaspard les regarda fixement sans sourire. « C'est entre elle et moi. » Et sans en dire plus, il monta sur son cheval et se dirigea vers la maison d'Adèle. Derrière lui, les femmes restèrent paralysées, murmurant entre elles, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Adèle balayait la cour quand elle entendit les sabots du cheval. Elle sortit le balai à la main, le cœur battant fort dans sa poitrine. Gaspard était devant sa porte, son chapeau à la main et une expression sérieuse. « Madame Adèle, dit-il d'une voix claire, j'ai besoin de vous parler. C'est important. » Elle déglutit. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave, monsieur ?»« Non, rien de grave. » Gaspard la regarda droit dans les yeux. « Je viens vous demander la permission de vous rendre visite, de vous connaître, car il y a longtemps que je vous admire, et je crois qu'il est temps que vous le sachiez. » Le monde d'Adèle s'arrêta. Les mots n'avaient pas de sens. Personne ne l'admirait, personne ne la cherchait, et encore moins un homme comme lui. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Elle ne put que le regarder incrédule, tandis qu'au fond de la rue, cachée derrière les coins, plusieurs femmes du village observaient la scène les yeux grands ouverts et la bouche bée. La nouvelle courut dans Valensole-les-Buis, comme le vent balaye les feuilles sèches en octobre. À l'heure du déjeuner, il n'y avait pas un seul coin du village qui ne parlait de la même chose. Gaspard de Montaigne, le propriétaire le plus riche de la région, l'homme qui pouvait choisir n'importe quelle femme d'Avignon ou d'Aix-en-Provence, avait demandé la permission de courtiser Adèle Moreau, la veuve laide que tous méprisaient. Camille Dubois était furieuse. Elle faisait les 100 pas dans son salon, ses talons frappant le sol en céramique, tandis que Manon Lefebvre l'observait depuis le canapé, avec le visage décomposé. « Ça n'a pas de sens », répétait Camille pour la 5e fois en serrant les poings. « Qu'est-ce que cette femme a? Que peut-il voir en elle? Elle est laide, pauvre, sans éducation. Habillée comme une paysanne, elle ne se coiffe même pas. » Manon se mordit la lèvre, se sentant tout aussi offensée. « Ce doit être un jeu, un pari. Les hommes riches font ces choses pour s'amuser. Tu verras que dans quelques jours, il se lassera et la quittera. » Mais au fond, toutes deux savaient que quelque chose dans le regard de Gaspard quand il prononça le nom d'Adèle n'était pas un jeu, c'était de la détermination. Pendant ce temps, dans la masure au bord du village, Adèle ne pouvait s'empêcher de trembler. Elle s'assit sur l'unique chaise qu'ils avaient dans la cuisine, les mains sur les genoux, regardant le sol en terre battue sans rien voir. Rémi et Sophie l'observaient depuis la porte de la chambre, sans oser demander. « Maman !» dit finalement Rémi, s'approchant avec prudence. « Est-ce vrai ce qu'ils disent ? Que Monsieur de Montaigne est venu te chercher ?» Adèle leva les yeux. Ses yeux étaient humides. « Oui, mon fils. Et que veut-il » Elle ne sut pas quoi répondre. Comment expliquer à un enfant de 14 ans qu'un homme comme Gaspard de Montaigne avait dit qu'il l'admirait? Comment lui dire qu'elle-même ne comprenait pas, qu'elle s'attendait à se réveiller d'un rêve cruel à tout moment? « Je ne sais pas encore, » murmura-t-elle finalement. « Mais quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas, rien ne va changer. » Mais elle se trompait. Tout était sur le point de changer. 2 jours plus tard, à la tombée de la nuit, Gaspard revint. Cette fois, il apportait avec lui un panier en osier rempli de fruits frais, de pain fraîchement cuit et un poulet rôti entier qui dégageait encore de la vapeur.
Il frappa à la porte avec les phalanges, et quand Adèle ouvrit, il sourit avec une simplicité qui lui coupa le souffle. « Bonsoir, Madame Adèle. Je vous apporte ceci. J'ai pensé que les enfants aimeraient. » Adèle regarda le panier, puis lui, et sentit que les larmes menaçaient de couler. Cela faisait des années que personne ne leur avait rien offert. Cela faisait des années que personne n'avait pensé à ses enfants. « Monsieur de Montaigne, je ne peux pas accepter cela. Bien sûr que si. Et s'il vous plaît, appelez-moi Gaspard. » Il tendit le panier vers elle. « Ce n'est pas une aumône. C'est un cadeau entre amis. Amis. » Ce mot sonnait étrange sur les lèvres d'un homme comme lui, adressé à quelqu'un comme elle. Mais la façon dont il le dit, avec sincérité, sans condescendance, fit que quelque chose à l'intérieur d'Adèle commença à se relâcher. Elle prit le panier de ses mains tremblantes. « Merci, » murmura-t-elle. « Puis-je entrer ? J'aimerais rencontrer vos enfants. » Adèle hésita en regardant à l'intérieur de son humble maison. Le sol en terre battue, les murs écaillés, les vieux meubles, tout criait la pauvreté. Mais Gaspard avait déjà fait un pas en avant, et elle n'eut pas le courage de l'arrêter. Rémi et Sophie étaient dans la chambre, espionnant à travers le rideau râpé. Quand ils virent Gaspard entrer, ils restèrent immobiles. Il enleva son chapeau et se baissa un peu pour être à leur hauteur. « Bonjour, vous devez être Rémi et Sophie. Votre maman m'a beaucoup parlé de vous. » C'était un mensonge. Adèle avait à peine parlé avec lui, mais le mensonge était aimable, et les enfants se détendirent un peu. « Est-ce vrai que vous avez des chevaux, monsieur ?» demanda Rémi timidement. « Beaucoup, et des vaches, et des moutons. Un jour, si votre maman me donne la permission, je vous emmènerai visiter le domaine. Aimerais-tu » Les yeux de Rémi s'illuminèrent. Sophie sourit pour la première fois depuis longtemps. Adèle les observait depuis l'entrée de la cuisine, le cœur serré, sans comprendre pourquoi cet homme faisait tout cela. Quand Gaspard prit congé ce soir-là, déjà dans l'obscurité, il s'arrêta devant Adèle sur le seuil de la porte. Le ciel était plein d'étoiles, et l'air sentait la terre mouillée par la pluie qui était tombée sur les collines. « Adèle !» dit-il d'une voix basse, utilisant son prénom sans le madame pour la première fois. « Je sais que vous ne me croyez pas. Je sais que vous pensez que c'est une erreur ou une blague, mais ce n'est pas le cas. » Elle le regarda, incapable de soutenir son regard très longtemps. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle d'une voix ténue. « Il y a tant de jolies femmes dans le village, des femmes jeunes, sans enfants. »« Sans cœur » interrompit Gaspard avec fermeté. « Des femmes sans caractère, des femmes qui ne voient qu'avec les yeux, mais pas avec l'âme. » Il fit un pas de plus près. « J'ai passé 3 ans à vous observer, Adèle. 3 ans à voir comment vous aidez les gens sans rien attendre en retour. Comment vous supportez les moqueries avec dignité. Comment vous élevez vos enfants avec amour, même si vous n'avez presque rien. C'est ça la beauté. C'est ça qui a de la valeur. Et c'est ce que je veux à mes côtés. » Adèle sentit ses jambes trembler. Personne ne lui avait parlé ainsi de toute sa vie. Personne ne l'avait vue ainsi. « Je ne suis pas jolie, » murmura-t-elle en baissant les yeux. Gaspard lui souleva doucement le menton, l'obligeant à le regarder. « C'est ce qu'on vous a fait croire, mais moi, je vois autre chose, et bientôt le reste du monde le verra aussi. » Il prit congé avec une inclinaison de la tête et monta sur son cheval. Adèle resta à la porte, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Les visites de Gaspard devinrent constantes. Tous les 2 ou 3 jours, il apparaissait avec quelque chose. Un cadeau pour les enfants, du bois pour réparer le toit, des graines pour le potager, mais plus que les cadeaux, il apportait la conversation, le rire, une présence qui remplissait la maison vide d'Adèle avec quelque chose qu'elle avait oublié. L'espoir. Dans le village, la fureur grandissait. Camille et Manon ne se limitaient plus à murmurer. Maintenant, elles parlaient ouvertement avec du venin dans chaque mot. « C'est une sorcière », disait Camille au marché, assez fort pour que tout le monde entende. Elle lui a fait quelque chose, un travail de magie noire. Il n'y a pas d'autre explication. « Pauvre monsieur Gaspard », ajoutait Manon avec une fausse compassion. « Il est ensorcelé. Quelqu'un devrait le prévenir avant qu'il ne commette une folie. » Mais Gaspard n'était pas ensorcelé, il était amoureux, et il était fatigué de voir comment le village traitait la femme qu'il aimait. Un vendredi après-midi, alors que le marché était plein et que toutes les familles achetaient le nécessaire pour le week-end, Gaspard arriva à cheval sur la place centrale, descendit lentement, marcha jusqu'au centre, juste devant la fontaine en pierre, et éleva la voix pour que tout le monde entende. « Bonjour, voisin de Valençol. J'ai quelque chose d'important à dire. » Les conversations s'arrêtèrent. Les femmes cessèrent de marchander. Les hommes cessèrent de charger des sacs. Tous se tournèrent vers lui. Camille et Manon étaient proches, les yeux grands ouverts, retenant leur souffle. Gaspard regarda autour de lui, sûr de lui,
avec l'autorité de celui qui sait ce qu'il vaut et ce qu'il veut. Puis il parla fort et clair. « Dans un mois, je vais me marier avec Madame Adèle Moreau, et je veux que vous soyez tous témoins que je prends cette décision le cœur plein et l'esprit clair. Elle sera mon épouse, la maîtresse du domaine des Mimosas, et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous lui accorderez le respect qu'elle a toujours mérité. » Le silence qui suivit fut absolu. Personne ne bougea, personne ne respira. Et puis, du fond de la place, quelqu'un commença à applaudir. Ce fut Monsieur Bernard, le vieil épicier qui avait toujours tout vu en silence. Puis Mère Thérèse, la vieille dame qu'Adèle aidait avec le bois, se joignit à lui. Et après, un par un, les ouvriers agricoles, les humbles paysans, ceux qui savaient ce qu'était la vraie valeur, commencèrent à applaudir aussi. Mais Camille et Manon n'applaudirent pas. Elles restèrent paralysées. Les visages pâles et les mains serrées, sentant le monde qu'elles connaissaient commencer à s'effondrer sous leurs pieds, Gaspard monta sur son cheval et se dirigea vers la maison d'Adèle, laissant derrière lui un village bouleversé et 2 femmes, qui, pour la première fois de leur vie, comprenaient ce qu'était l'humiliation. Quand Adèle entendit les pas de Gaspard s'approcher de sa porte cet après-midi-là, elle sortit dans la cour en s'essuyant les mains sur son tablier. Il descendit de cheval et marcha vers elle avec un sourire qui illuminait tout son visage. « C'est fait, dit-il simplement. J'ai dit au village que nous allions nous marier. » Adèle sentit le sol bouger sous ses pieds. « Quoi? Ce que vous avez entendu? Dans un mois, vous serez mon épouse, si vous acceptez, bien sûr. » Elle le regarda, cherchant un signe de doute, de repentir. Mais il n'y avait rien de tout cela. Il n'y avait que de la certitude, que de l'amour. Et alors, pour la première fois en 5 ans, Adèle Moreau commença à pleurer. Non de tristesse, non de douleur, mais de quelque chose qu'elle avait oublié qui existait. Le soulagement, l'espoir, l'amour. « Oui, » murmura-t-elle entre les larmes. « Oui, j'accepte. » Gaspard la serra dans ses bras là, au milieu de la cour de terre battue, avec les poules picorant autour et les enfants espionnant par la fenêtre avec d'énormes sourires. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le lendemain, quand Gaspard arriverait pour emmener Adèle au village acheter sa robe de mariée, il trouverait quelque chose qui changerait tout. Une lettre anonyme glissée sous la porte d'Adèle avec des lettres tordues et des mots pleins de haine, la menaçant de gâcher le mariage et de détruire son bonheur si elle ne s'éloignait pas immédiatement de Gaspard de Montaigne. Adèle trouva la lettre à l'aube quand elle sortit donner du maïs aux poules. L'enveloppe blanche était jetée près du cadre de la porte, comme si quelqu'un l'avait laissée tomber là au milieu de la nuit. Elle la ramassa d'une main tremblante, sentant le poids de quelque chose de mauvais avant même de l'ouvrir. À l'intérieur, d'une écriture penchée et serrée, il était écrit « Veuve stupide, crois-tu vraiment qu'un homme comme Gaspard de Montaigne va t'épouser? Il t'utilise, il se moque de toi, et quand il en aura assez, il te laissera pire que tu n'étais. Si tu as un peu de dignité, éloigne-toi de lui avant qu'il ne soit trop tard. Personne ne veut de toi ici. On ne t'a jamais voulu, et si tu l'épouses, nous te ferons payer chaque jour de ta misérable vie. Ceci est un avertissement, il n'y en aura pas d'autre. » Les mains d'Adèle tremblèrent tellement que la lettre tomba au sol. Elle resta là, debout, le cœur battant dans sa gorge, sentant la peur lui monter le long du dos. Ce n'était pas une peur physique, c'était quelque chose de pire. C'était la peur de croire en quelque chose de bon et qu'on le lui enlève. C'était la peur que tout soit un mensonge, comme le disait la lettre. Elle entra dans la maison et cacha le papier au fond d'un vieux tiroir, sous ses vêtements. Elle ne voulait pas que Rémi ou Sophie le voient. Elle ne voulait pas que Gaspard le sache, car une partie d'elle, la partie qui avait été humiliée pendant des années, la partie qui avait appris à n'attendre rien de bon, commença à se demander si la lettre avait raison. Quand Gaspard arriva ce matin-là, monté sur son cheval avec un sourire sur le visage et un paquet enveloppé dans du papier Kraft sous le bras, Adèle sortit le recevoir avec un sourire forcé. Il remarqua quelque chose immédiatement. « Tu vas bien ?» demanda-t-il en descendant de cheval et en s'approchant d'elle, le front plissé. « Oui », mentit Adèle en détournant le regard. « Je suis juste fatigué. » Gaspard n'insista pas, mais il l'étudia avec ses yeux tranquilles qui semblaient voir plus qu'elle ne voulait montrer. Il lui tendit le paquet. « Je t'apporte ceci. Ouvre-le. » Adèle déballa le papier avec précaution. À l'intérieur, il y avait un tissu doux de couleur bleu clair avec des broderies au col et aux manches. Une robe. Une robe magnifique. Le genre de robe qu'elle n'avait jamais portée, ni même imaginé porter. « C'est pour que tu la portes aujourd'hui, » dit Gaspard avec douceur. « Allons au village. Je veux que tu choisisses ce dont tu as besoin pour le mariage, et je veux que tu commences à t'habituer à être traité, comme tu le mérites. » Adèle sentit un nœud dans la gorge.
Elle voulait lui parler de la lettre. Elle voulait lui demander si c'était vrai, si tout était un jeu, s'il l'aimait vraiment. Mais les mots ne sortirent pas. Elle hocha juste la tête et entra se changer. Quand elle sortit avec la robe, Gaspard resta immobile. C'était la première fois qu'il la voyait avec autre chose que ses vêtements usés. Le bleu clair faisait briller sa peau mate. La coupe simple de la robe mettait en valeur sa silhouette mince, mais forte. Et bien qu'elle portât toujours ses cheveux attachés dans la même tresse de toujours, quelque chose en elle avait changé. Quelque chose commençait à s'éveiller. « Tu es magnifique », dit Gaspard d'une voix rauque. Adèle baissa les yeux, se sentant exposée. « Ne mentez pas, monsieur Gaspard. Ce n'est pas un mensonge. Et arrêtez de m'appeler monsieur. Je vais bientôt être votre époux. » Ils montèrent ensemble à cheval. Elle assise devant et lui derrière, la tenant avec un bras autour de sa taille. Le voyage jusqu'au village fut silencieux, mais non inconfortable. Adèle sentit la chaleur de Gaspard contre son dos, l'odeur de cuir et de terre propre de ses vêtements, et pendant un instant, elle permit à la peur de se relâcher. Quand ils arrivèrent sur la place, tous les regards se braquèrent sur eux. Gaspard descendit d'abord, puis aida Adèle à descendre, la prenant par la main naturellement, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Ils marchèrent ensemble vers la boutique de tissus de Madame Fournier, une femme âgée qui cousait des robes pour les familles du village depuis 40 ans. Camille et Manon étaient devant la boulangerie, les bras croisés et les regards aussi affûtés que des couteaux. Quand elles virent Adèle avec la nouvelle robe au bras de Gaspard, quelque chose de sombre traversa leur visage. « Regarde-moi ça !» murmura Camille avec mépris. Elle s'habille déjà en princesse, mais une poule avec des plumes de paon reste une poule. Manon lâcha un rire aigre. « Donne-lui du temps. Quand Gaspard se rendra compte de son erreur, il reviendra en rampant. » Mais Gaspard n'allait se rendre compte d'aucune erreur, car il n'y en avait pas. À l'intérieur de la boutique, Madame Fournier reçut Adèle les yeux brillants d'émotion. C'était l'une des rares personnes du village qui avait toujours traité la veuve avec respect. « Madame Adèle, quelle joie de vous voir. Monsieur Gaspard m'a parlé du mariage. Nous allons vous faire la plus belle robe que vous ayez vue de votre vie. » Pendant les 2 heures suivantes, Madame Fournier prit des mesures, montra des tissus, dessina des modèles. Gaspard observait depuis une chaise dans un coin avec un sourire tranquille, sans hâte. Adèle se laissait faire bien qu'au fond la lettre continuait de lui brûler la mémoire. Quand ils sortirent de la boutique, la soirée tombait déjà. Gaspard l'emmena à la cordonnerie, où il lui acheta une paire de chaussures en cuir souple, puis à la mercerie, où ils choisirent des rubans et des fleurs pour les cheveux. À chaque endroit, Gaspard la présentait avec fierté. « Ma fiancée, Madame Adèle Moreau. » Les femmes du village les observaient depuis les fenêtres, depuis les portes, depuis les coins, certaines avec curiosité. D'autres avec envie et certaines, comme Camille et Manon, avec une haine qui commençait à se transformer en quelque chose de dangereux. Cette nuit-là, après avoir déposé Adèle chez elle, Gaspard retourna au domaine des Mimosas à cheval. Le chemin traversait un tronçon de bois épais, où les pins se fermaient sur le sentier et la lumière de la lune pénétrait à peine. Il pensait à Adèle, au mariage, à l'avenir qu'ils construiraient ensemble quand il entendit un bruit à sa droite. Un cheval sortit des arbres. Dessus, un homme avec le visage couvert par un foulard. Gaspard arrêta immédiatement sa monture, la main se déplaçant instinctivement vers la machette qu'il portait à la ceinture. « Que voulez-vous » demanda-t-il d'une voix ferme. L'homme ne répondit pas. Il resta là, immobile, comme une ombre. Puis il parla d'une voix déformée, grave et lente. « Monsieur Gaspard, quelqu'un m'a envoyé pour vous donner un message. Vous faites une erreur. Cette femme n'est pas ce qu'elle semble être. Il vaut mieux pour vous de vous éloigner d'elle avant qu'il ne soit trop tard. » Gaspard serra les rênes. « Qui vous a envoyé? Ça n'a pas d'importance. Écoutez juste le conseil. Il y a des choses que vous ne savez pas, des choses qu'elle vous cache. Si vous épousez cette veuve, vous allez le regretter pour le reste de votre vie. Partez d'ici, dit Gaspard froidement, avant que je ne vous fasse descendre de ce cheval à coups de poing. L'homme rit, un son sec et désagréable. Puis il tira les rênes et disparut dans les arbres aussi rapidement qu'il était apparu. Gaspard resta au milieu du chemin, le cœur battant fort, non pas de peur, mais de fureur. Il savait qui était derrière tout cela. Il savait que les femmes envieuses du village n'allaient pas rester tranquilles, mais il ne savait pas jusqu'où elles étaient prêtes à aller. Le lendemain, quand Adèle sortit faire la lessive à la rivière qui coulait près de sa maison, elle trouva quelque chose qui la glaça. Sur une pierre, près du bord, il y avait une poupée de chiffon. Elle était vêtue de morceaux de tissu qui ressemblaient à la robe que Gaspard lui avait offerte, et elle avait une aiguille plantée dans la poitrine. Adèle laissa tomber les vêtements mouillés au sol.
Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne. Juste le bruit de l'eau qui coulait et le vent qui agitait les branches des saules. Elle prit la poupée de ses mains tremblantes et la cacha sous son tablier. Elle retourna à la maison, les jambes faibles, sentant quelque chose d'obscur la poursuivre. Elle ne dit rien à Gaspard quand il arriva cet après-midi-là. Elle ne dit rien à ses enfants. Mais cette nuit-là, tandis que les enfants dormaient, Adèle s'assit dans l'obscurité de sa cuisine avec la lettre et la poupée sur la table, et pour la première fois depuis que Gaspard était entré dans sa vie, elle se demanda si elle devait s'éloigner, si elle devait renoncer au bonheur pour le protéger, car quelque chose lui disait que cela ne faisait que commencer et que celui qui était derrière tout cela n'allait pas s'arrêter avant de la détruire. Ce qu'Adèle ne savait pas, c'est que le lendemain, Gaspard recevrait une visite au domaine. Une visite qui lui raconterait un mensonge si bien construit, si crédible, que pendant un instant, même lui douterait de la femme qu'il aimait. Le soleil se levait à peine sur les collines lorsque 2 cavalières arrivèrent au domaine des Mimosas. Gaspard était dans l'écurie, vérifiant les fers de son cheval, quand l'un de ses ouvriers, Jacques, entra en courant. « Patron, il y a 2 femmes à l'entrée. Elles disent qu'elles ont besoin de vous parler, que c'est urgent. » Gaspard laissa l'outil et sortit dans la cour principale. Là se tenaient Camille Dubois et Manon Lefebvre, montés sur des chevaux de location, avec des robes propres et des visages composés dans une expression d'inquiétude qui semblait répétée. Elles descendirent de cheval quand elles le virent s'approcher. « Monsieur Gaspard, » dit Camille d'une voix douce, presque tremblante, « pardonnez-nous de venir sans prévenir, mais c'est que nous ne pouvions pas nous taire. Ce ne serait pas chrétien. » Gaspard les regarda avec méfiance. Il connaissait ces femmes. Il savait comment elles traitaient Adèle. Il savait que leur présence ici n'était pas un hasard. « Que voulez-vous » Manon fit un pas en avant, se tordant les mains comme si elle avait du mal à parler. « Monsieur Gaspard, vous êtes un homme bon, un homme respecté, et c'est pourquoi il nous est très difficile de vous dire cela, mais vous devez connaître la vérité sur Adèle Moreau avant qu'il ne soit trop tard. »« Parlez vite ou partez » dit Gaspard froidement. Camille déglutit comme si ce qu'elle allait dire lui faisait mal. « La veuve, elle n'est pas celle que vous croyez. Son mari, celui qui est mort il y a 5 ans, n'est pas mort dans un accident. » Gaspard sentit un poing se serrer dans sa poitrine. « Que dites-vous » ? Elle l'a empoisonné, lâcha Manon d'un coup, les yeux grands ouverts. Petit à petit, pendant des mois, personne ne l'a su, parce que le médecin du village était vieux et n'a pas bien fait l'examen. Mais ma tante travaillait en nettoyant leur maison, et elle a vu des choses. Elle a vu Adèle lui donner des thés étranges, comme l'homme devenait de plus en plus malade, comme elle agissait comme si de rien n'était. Gaspard les regarda fixement, cherchant un signe de mensonge sur leur visage. Mais elles étaient bien préparées. Elle parlait avec conviction. « Ma chère a raison », ajouta Camille avec de fausses larmes brillant dans ses yeux. « Et il y a plus. Après sa mort, Adèle a tout gardé, la maison, l'argent de l'assurance, les terres que l'homme avait à Avignon. Mais quand les frères du défunt sont venus réclamer ce qui leur revenait, elle les a chassés à coups de balai. Il y a des témoins. Personne n'en parle parce qu'ils ont peur d'elle, » murmura Manon en s'approchant d'un pas. « Ils disent qu'elle s'y connaît en sorcellerie, que c'est pour cela que vous êtes si aveuglé. Monsieur Gaspard, je vous jure par la Vierge que nous ne venons pas ici avec de mauvaises intentions. Nous voulons seulement vous protéger avant que vous ne commettiez une erreur dont vous ne puissiez vous sortir. » Gaspard sentit quelque chose de froid lui parcourir le dos, non pas parce qu'il les croyait, mais parce que le mensonge était si bien construit, avec tant de détails, que pendant un instant très bref, une ombre de doute traversa son esprit. « Sortez de ma propriété », dit-il d'une voix basse et dangereuse. « Maintenant, mais monsieur Gaspard, maintenant. » Les 2 femmes reculèrent effrayées par le ton de sa voix. Elles montèrent rapidement sur leurs chevaux et s'éloignèrent au trot. Mais avant de disparaître par le chemin, Camille cria une dernière chose. « Demandez-lui pour son mari, et vous verrez que nous avons raison. » Gaspard resta au milieu de la cour, les poings serrés et la mâchoire tendue. Jacques s'approcha avec prudence. « Patron, ces vieilles sont du pur poison. Ne les écoutez pas. »« Je sais, » dit Gaspard. Mais dans sa voix, il y avait quelque chose qui n'y était pas avant. Une petite fissure, un doute minuscule qu'il haïssait lui-même de ressentir. Cet après-midi-là, quand il alla rendre visite à Adèle, elle remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Gaspard était plus silencieux que d'habitude. Il la regardait d'une manière différente, comme s'il l'étudiait. Ils étaient assis dehors de la maison sur 2 vieilles chaises en bois, regardant Rémi et Sophie jouer avec un ballon dégonflé dans la cour. Le ciel se teintait d'orange et l'air sentait la fumée de bois des maisons voisines. « Adèle », dit finalement Gaspard, sans la regarder, «
Je veux que tu me parles de ton mari. » Elle serait dit. « Pourquoi ? Parce que je vais t'épouser, et je veux te connaître ton passé. » Adèle sentit un nœud dans la gorge. Elle savait que ce jour viendrait, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit maintenant. Pas avec ce ton dans sa voix. Il s'appelait Raoul, commença-t-elle d'une voix basse. Il travaillait dans le bâtiment. C'était un homme bon, travailleur. Mais il y a 6 ans, il a commencé à tomber malade. Au début, nous pensions que c'était une grippe, puis quelque chose de pire. Les médecins ne savaient pas ce que c'était. Il s'est éteint petit à petit jusqu'à ce qu'un jour, il ne se réveille plus. Comment est-il tombé malade? La question était directe, trop directe. Adèle le regarda les yeux ouverts. Je ne sais pas. Les médecins ont dit que c'était quelque chose dans le sang, une infection qu'ils n'ont pas pu guérir à temps. Et tu n'as jamais rien soupçonné? Adèle sentit le monde s'arrêter. Que me demandes-tu, Gaspard? Il la regarda finalement, et dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Du doute. Aujourd'hui, 2 femmes du village sont venues me dire des choses laides sur toi, sur ton mari. Adèle pâlit. Quelle chose? Que tu l'as tué, que tu l'as empoisonné. Le silence qui suivit fut absolu. Même les enfants cessèrent de jouer et se tournèrent vers eux, sentant la tension dans l'air. Adèle se leva lentement, les jambes tremblantes. La voix lui sortit comme un murmure brisé. « Et tu les as crus ?» Gaspard se passa une main sur le visage. « Non, je ne les ai pas crus, mais tu as un doute. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues d'Adèle. « Tu as un doute sur moi. Adèle, je veux juste. Pars. »« Quoi? Que tu partes maintenant ?» Elle fit un pas en arrière, les bras croisés sur la poitrine, comme si elle voulait se protéger. « Si tu dois me demander si j'ai tué mon mari, alors tu ne me connais pas. Et si tu ne me connais pas, tu ne devrais pas m'épouser. Adèle, attends. Pars. » Gaspard resta là, la main tendue vers elle, voyant la femme qu'il aimait s'effondrer devant lui. Rémi et Sophie coururent vers leur mère, l'étreignant, regardant Gaspard avec peur et confusion. « Adèle, je... » Mais elle était entrée dans la maison, fermant la porte derrière elle. Gaspard entendit le bruit du verrou, et ensuite, étouffé par les murs de pierre, le son de ses pleurs, il resta là, debout, dans la cour vide, le soleil se couchant derrière lui, sentant qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie, non pas en lui demandant, mais en doutant, en laissant le poison de ces femmes entrer dans son cœur, ne serait-ce que pour une seconde. Il monta sur son cheval et retourna au domaine en silence. L'esprit tourmenté par tout, les paroles de Camille et Manon, la réaction d'Adèle, le doute qu'il ressentait lui-même. Mais quand il arriva au mimosa, Jacques l'attendait, le visage pâle. « Patron, vous devez voir ça. » Il l'emmena à l'écurie. Sur la porte, clouée avec un couteau, il y avait un morceau de tissu. C'était de la robe bleue que Gaspard avait offerte à Adèle. Et à côté, écrit au charbon sur le bois, il y avait un message. « Si vous épousez la veuve, tout brûlera. Votre domaine, votre bétail, votre nom. Ceci est le dernier avertissement. » Gaspard arracha le tissu et le couteau avec fureur, sentant la rage le consumer de l'intérieur. Il n'y avait plus de doute, plus de confusion, seulement une certitude. Quelqu'un essayait de détruire ce que lui et Adèle construisaient, et il n'allait pas le permettre. Jacques selle les chevaux. Allons au village. Patron. Il fait déjà nuit. Maintenant. Gaspard savait qui il allait chercher. Il savait qui était derrière tout cela, et quand il les trouverait, ils allaient payer. Mais ce que Gaspard ne savait pas, c'est que pendant qu'il chevauchait vers Valençol-les-Buis, avec 3 de ses hommes les plus loyaux, dans la maison d'Adèle, il se passait quelque chose qui changerait tout. Quelqu'un était entré par la fenêtre arrière. Quelqu'un fouillait dans ses affaires et quand Adèle sortit de la chambre en entendant un bruit, elle se retrouva face à face avec une silhouette encapuchonnée qui tenait à la main quelque chose qui lui coupa le souffle. Le titre de propriété de sa maison, le seul document prouvant que cette terre était la sienne. Et à côté, une boîte d'allumettes allumée. Adèle sentit son cœur s'arrêter. La silhouette encapuchonnée était plus petite qu'un homme. Par la façon de se déplacer, par les mains minces qui tenaient la boîte d'allumettes, elle sut immédiatement que c'était une femme. « Ne crie pas !» dit la voix sous la capuche. C'était Manon. Adèle reconnut le ton, l'accent. « Si tu cries, je brûle tout. Le titre, la maison. Toi si nécessaire. Que veux-tu » murmura Adèle, sentant Rémi et Sophie bouger dans la chambre, se réveillant à cause du bruit. « Je veux que tu disparaisses, que tu quittes le village, que tu renonces à Gaspard de Montaigne, que tu cesses de prétendre être ce que tu n'es pas. » Manon sortit une allumette et l'alluma. La flamme illumina son visage, montrant des yeux brillants de haine et d'envie. « Tu ne mérites rien de tout cela. Rien. Tu es laide, pauvre,
insignifiante, et pourtant tu t'es emparé du seul homme qui en valait la peine dans toute cette région. Comment oses-tu? Je ne me suis emparé de personne, dit Adèle d'une voix tremblante, mais ferme. Il m'a choisi, et c'est ce que vous ne pouvez pas supporter. Tais-toi. Manon approcha l'allumette du papier du titre de propriété. Demain matin, à la première heure, tu diras à Gaspard que tout était une erreur, que tu ne l'aimes pas, que tu ne voulais que son argent. Et ensuite, tu partiras de Valençol, loin, où personne ne te connaît. Et si je ne le fais pas? Manon sourit cruellement. Alors je brûle ce papier et sans lui, tu n'as rien, ni maison ni terre. La famille de ton défunt mari va tout réclamer. Et toi et tes enfants, allez vous retrouver à la rue Amandier. À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit, et Rémi sortit avec un bâton de bois à la main. Il avait 14 ans, mais la façon dont il tenait ce bâton, les épaules carrées et la mâchoire serrée, était celle d'un homme défendant sa famille. « Lâchez ça et sortez de notre maison », dit-il d'une voix rauque. Manon se tourna vers lui surprise. L'allumette se consumait entre ses doigts. « Petit, morveux stupide, ce ne sont pas tes affaires. C'est ma mère, c'est ma maison, et vous n'avez pas le droit d'être ici. » Pendant une seconde, Manon hésita, mais alors ils entendirent quelque chose dehors. Des sabots de chevaux, beaucoup, et des voix d'hommes. Adèle. C'était la voix de Gaspard, puissante et désespérée. « Adèle, je suis là !» Manon pâlit. L'allumette s'éteignit, lui brûlant les doigts. Elle laissa échapper un cri et laissa tomber le titre de propriété au sol. Elle essaya de courir vers la fenêtre arrière, mais Rémi lui bloqua le passage avec le bâton. Adèle se précipita vers le papier et l'attrapa juste avant que Manon ne le piétine. La porte principale s'ouvrit d'un coup. Gaspard entra comme une tempête, suivi de Jacques et de 2 autres hommes. Il vit Manon contre le mur, Adèle au sol avec le titre dans les mains, Rémi avec le bâton levé. Il comprit tout en une seconde. Que diable se passe-t-il ici? Manon tenta de se reprendre en enlevant sa capuche et en feignant l'innocence. « Monsieur Gaspard, Dieu merci, vous êtes arrivé. Cette femme, elle m'a attaqué. Je suis juste venu. »« Mensonge !» cria Rémi. « Elle est entrée par la fenêtre. Elle a essayé de voler le papier de la maison et a menacé ma mère de le brûler. » Gaspard se tourna vers Manon avec un regard qui la fit reculer jusqu'au mur. « Est-ce vrai? Je voulais juste. » Réponds. Manon déglutit, sentant la peur lui serrer la gorge. Quelqu'un devait le faire. Quelqu'un devait vous ouvrir les yeux. « Monsieur Gaspard, cette femme n'est pas bonne pour vous. Elle n'est pas. Où est Camille ?» La question tomba comme un marteau. Manon ferma la bouche. « Je vous demande où est votre amie parce que je sais que vous êtes toutes les deux derrière tout ça. Des lettres, des menaces, de l'homme qui m'a intercepté sur le chemin, de tout. » Manon commença à trembler. « Nous voulions juste vous protéger. »« Me protéger ?» Gaspard s'approcha d'un pas. Sa voix était basse, dangereuse. « En entrant chez ma fiancée comme des voleurs, en menaçant de la brûler, en mentant sur elle pour me séparer de vous. Ce n'est pas juste. » éclata Manon avec des larmes de rage coulant sur ses joues. « Nous sommes jolis, nous sommes jeunes. Nous méritions d'être choisis. » Pas elle, elle n'est rien. Le silence qui suivit fut absolu. Gaspard regarda Manon avec quelque chose qui n'était pas de la fureur. C'était de la pitié. « C'est exactement le problème, » dit-il d'une voix fatiguée. « Vous croyez que la beauté extérieure est la seule chose qui compte? Que d'être jolie vous donne droit à tout. Mais vous n'avez jamais compris que sans caractère, sans bonté, sans humilité, cette beauté ne vaut rien. Et c'est pourquoi, même si vous êtes les plus jolies femmes de tout Valençol, aucun homme de valeur ne vous choisira jamais. » Manon ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les paroles de Gaspard l'avaient traversée comme des couteaux. « Jacques, emmène-la dehors. Demain matin, elle et Camille comparaîtront devant le maire pour effraction, menace et diffamation. Et si elle s'approche d'Adèle ou de ses enfants à nouveau, elles connaîtront la prison d'Aix-en-Provence. » Jacques prit Manon par le bras et la sortit de la maison. Elle n'opposa aucune résistance, elle était brisée. Quand ils furent seuls, Gaspard s'agenouilla devant Adèle, qui était toujours au sol avec le titre de propriété serré contre sa poitrine. Les enfants étaient blottis contre elle, encore effrayés. « Pardonne-moi, » dit Gaspard d'une voix brisée. « Pardonne-moi d'avoir douté de toi, d'avoir laissé leur poison entrer dans ma tête, de t'avoir blessé alors que la seule chose que j'ai voulu depuis le début est de prendre soin de toi. » Adèle le regarda, les yeux pleins de larmes. « Gaspard, non, laisse-moi finir. » Il prit ses mains entre les siennes. « Je te connais. Je sais qui tu es. Je sais ce que tu vaux et jamais, jamais je n'aurais dû te poser ces questions. Ce qui s'est passé avec ton mari, ce qui s'est passé dans ta vie avant que nous nous rencontrions, n'a pas d'importance. La seule chose qui compte est ce que nous sommes maintenant, ensemble,
Adèle commença à pleurer, non de tristesse, mais de soulagement, de libération, d'amour. « J'avais peur, murmura-t-elle. Peur que tout soit un mensonge, que tu partes, que tu me laisses. Jamais, tu m'entends, jamais. » Gaspard la serra dans ses bras là, sur le sol de terre de son humble maison, entouré de ses enfants, qui commencèrent aussi à pleurer, non de peur, mais de bonheur. Dehors, les hommes de Gaspard trouvèrent Camille cachée parmi les arbres, attendant Manon. Ils l'arrêtèrent aussi. Les deux femmes furent emmenées cette même nuit devant le maire de Valensole, qui, après avoir entendu les témoignages d'Adèle, Rémi et des ouvriers de Gaspard, les condamna à payer une amende énorme et à effectuer des travaux communautaires pendant 6 mois. Mais plus que la punition légale, ce fut la punition sociale qui les détruisit. Tout le village sut ce qu'elles avaient fait, et le respect qu'elles avaient autrefois pour leur beauté disparut pour toujours. Pendant les 2 semaines suivantes, Gaspard ne laissa pas Adèle seule un seul instant. Il envoya 2 de ses hommes garder la maison jour et nuit. Il emmena Adèle à Aix-en-Provence, à la meilleure clinique de la région, non pas pour la changer, mais pour qu'elle reçoive les soins qu'elle n'avait jamais eus. On lui arrangea les dents qu'elle avait perdues à cause de la malnutrition, on lui traita la peau abîmée par le soleil, on lui apprit à prendre soin d'elle, à se valoriser. Mais plus important encore, Gaspard lui apprit à croire en elle-même. Il lui montra jour après jour, par des mots et des actes, qu'elle était précieuse, qu'elle était belle, qu'elle était aimée. Et quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Adèle ne guérit pas seulement à l'extérieur, elle guérit à l'intérieur. Sa posture changea, son regard devint plus ferme, son sourire revint, sincère et brillant. Et quand elle marchait dans le village au bras de Gaspard, elle ne baissait plus la tête, elle la tenait haute. Le jour du mariage arriva avec un ciel dégagé et un soleil radieux. La cérémonie fut célébrée à l'église du village devant tous les voisins. Adèle entra vêtue de la robe que Madame Fournier avait cousue avec tant d'amour. Une robe blanche, simple mais élégante, avec des broderies délicates au col et aux manches. Elle portait les cheveux lâchés pour la première fois depuis des années, tombant en vagues douces sur ses épaules. Et sur son visage, maintenant soigné et reposé, brillait quelque chose que tous purent voir. La beauté. Une beauté qui avait toujours été là, attendant d'être reconnue. Les murmures coururent dans l'église. « C'est Adèle ? Je n'arrive pas à y croire. Elle est magnifique. » Camille et Manon étaient sur le dernier banc, obligées d'assister dans le cadre de leur punition communautaire. Quand elles virent Adèle marcher dans l'allée, transformée, radieuse, choisie, leurs visages se décomposèrent. Tout leur orgueil, toute leur arrogance s'effondrèrent à cet instant. Gaspard attendait devant l'autel, les yeux brillants. Quand Adèle arriva à ses côtés, il lui murmura à l'oreille. « Je savais que le monde finirait par te voir comme je t'ai toujours vu. » La cérémonie fut courte mais émouvante. Quand le prêtre les déclara mari et femme, l'église éclata en applaudissements. Rémi et Sophie pleuraient de bonheur. Les paysans, les ouvriers, les gens humbles, qui avaient toujours vu Adèle avec respect, célébraient comme si la victoire était la leur, car d'une certaine manière, elle l'était. C'était la victoire du caractère sur l'apparence, de l'humilité sur l'orgueil, de l'amour véritable sur les fausses attentes. Après la cérémonie, Gaspard emmena Adèle au domaine des Mimosas. Quand ils entrèrent par les portes principales, tous les ouvriers étaient alignés des 2 côtés du chemin, applaudissant et criant des félicitations. Adèle ne pouvait s'empêcher de sourire, ne pouvait s'empêcher de pleurer, ne pouvait croire que c'était sa vie maintenant. Cette nuit-là, pendant la fête dans la cour du domaine, avec de la musique de fanfare et de la nourriture abondante pour tous, Gaspard prit la main d'Adèle et l'emmena au centre de la piste. Ils commencèrent à danser sous les étoiles, entourés d'amis, de familles, de gens qui les aimaient vraiment. Et tandis qu'ils dansaient, Adèle regarda son mari et lui murmura « Merci de m'avoir vu quand personne d'autre ne le faisait. » Gaspard la serra plus fort. « Tu n'as pas à me remercier. J'ai juste reconnu ce qui a toujours été là. » La fête continua jusqu'à l'aube. Mais quand le soleil commença à se lever sur les collines, peignant le ciel de rose et d'orange, quelque chose se passa que personne n'attendait. Un cavalier arriva au galop par le chemin principal, couvert de poussière, le cheval écumant. C'était l'un des ouvriers que Gaspard avait laissé garder l'ancienne maison d'Adèle à Valensole. Il descendit de cheval à la hâte et courut vers Gaspard, le visage pâle. « Patron, vous devez venir. Maintenant. Nous avons trouvé quelque chose. » Que s'est-il passé? L'homme déglutit en regardant Adèle, avec un mélange de surprise et de peur. « Nous renforcions les fondations de la maison, comme vous l'avez ordonné, et nous avons creusé un peu plus profondément, et nous avons trouvé quelque chose d'enterré, quelque chose qui change tout.
Il y a un coffre rempli de louis d'or et de documents. Des documents au nom du père de Madame Adèle. Des titres de terre. Beaucoup de terre. Patron, Madame Adèle n'est pas seulement une pauvre veuve. Elle est l'héritière d'une fortune que personne ne savait exister. Le voyage de retour à Valençol-les-Buis fut rapide et tendu. Gaspard, Adèle, Jacques et 3 autres ouvriers chevauchèrent sous le soleil levant, soulevant de la poussière sur le chemin. Adèle était en silence, les mains serrées sur les rênes, sans comprendre ce qui pouvait être enterré sous sa maison. Son père était mort quand elle avait 12 ans. C'était un homme silencieux, travailleur, qui gagnait sa vie comme muletier, transportant des marchandises entre les villages de la région. Il n'a jamais mentionné de terre, n'a jamais parlé d'or. Quand ils arrivèrent à la masure en pierre, il y avait déjà 4 hommes qui creusaient autour des fondations. Le trou était profond, de près de 2 mètres, et là, entre la terre humide et les pierres, se trouvait le coffre. Il était en bois sombre, renforcé de fer, couvert de rouille et de terre compactée. Ils le hissèrent avec des cordes et le déposèrent sur une bâche dans la cour. Gaspard regarda Adèle. « Voulez-vous l'ouvrir » Elle hocha la tête, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Elle s'agenouilla devant le coffre. La serrure était rouillée, mais non fermée. Elle souleva le couvercle d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Premièrement, des enveloppes en tissu épais qui, une fois ouvertes, révélèrent des louis d'or, beaucoup, vieux de l'époque où le grand-père d'Adèle vivait, peu, être d'héritage précédent. Deuxièmement, un paquet de papiers enroulés et attachés avec une ficelle. Et troisièmement, une lettre écrite à l'encre délavée avec l'écriture incomparable de son père. Adèle prit la lettre de ses doigts tremblants et commença à lire à voix haute. « Ma chère Adèle, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus avec toi. Pardonne-moi de ne rien t'avoir dit de mon vivant, mais je voulais te protéger de la cupidité d'autrui. Ton grand-père, mon père, était propriétaire de grandes terres entre Avignon et Aix-en-Provence. Mais à sa mort, mes frères m'ont trahi, ont falsifié des documents et m'ont tout pris. Je n'ai pu sauver que ces titres originaux et l'or que tu vois ici. Je l'ai caché pour qu'un jour, quand tu seras plus grande, tu puisses réclamer ce qui est à toi. Les terres sont à ton nom dans l'ancien registre d'Aix-en-Provence. Ne laisse personne te prendre ce qui t'appartient. Tu es plus forte que tu ne le crois. Avec amour, ton père. » Le silence tomba sur la cour comme une couverture lourde. Adèle laissa tomber la lettre et se couvrit le visage de ses mains. Elle ne savait pas si elle devait pleurer ou rire. Pendant des années, elle avait vécu dans la pauvreté, humiliée, méprisée, croyant qu'elle n'avait rien. Et tout ce temps, sous ses pieds, se trouvait la preuve qu'elle était l'héritière d'une fortune considérable. Gaspard s'agenouilla à ses côtés et la serra dans ses bras. « Ton père t'a protégé même après sa mort. »« Je ne savais rien, » murmura Adèle. « Rien. Ma mère est morte quand j'étais petite. Mon père n'en a jamais parlé. Et quand Raoul et moi nous sommes mariés, nous vivions juste. Jamais, jamais je n'aurais imaginé. »« Ça n'a plus d'importance, » dit Gaspard avec fermeté. « L'important c'est que maintenant tu le saches, et nous allons récupérer ces terres, toutes. » Pendant les jours suivants, Gaspard engagea le meilleur avocat d'Aix-en-Provence. Ils portèrent les documents au registre des propriétés et après avoir examiné les anciens dossiers, l'avocat confirma ce que disait la lettre. Adèle Moreau, fille d'Ernest Moreau, était la propriétaire légitime de 300 hectares de terres fertiles entre Avignon et Aix-en-Provence. Des terres que ses oncles, les frères de son père, exploitaient illégalement depuis plus de 20 ans. La nouvelle courut dans toute la région comme une traînée de poudre. La pauvre veuve, la femme que tous méprisaient, non seulement avait épousé le propriétaire le plus riche de Valençol, mais était aussi l'héritière d'une fortune propre. Les mêmes qui l'avaient humiliée la regardaient maintenant avec un mélange de honte, d'envie et d'étonnement. Camille et Manon, qui accomplissaient leurs travaux communautaires en balayant les rues du village sous le soleil ardent, l'apprirent en se reposant sous un arbre. Quand une des voisines leur raconta, avec une malice à peine dissimulée, qu'Adèle était maintenant propriétaire de plus de terres que toute autre famille de la région, toutes deux restèrent en silence. Il n'y eut pas de larmes, pas de rage, seulement un vide profond, la certitude écrasante qu'elles avaient détruit leur propre vie par envie. « Ce n'était jamais par pitié », murmura Manon en regardant le sol. Gaspard l'aimait vraiment, et il s'avère qu'elle a toujours été plus que nous, dans tous les sens. Camille ne répondit pas, elle continua juste à balayer les yeux secs et l'orgueil en miettes. 2 mois plus tard, lorsque l'avocat gagna le procès et que les terres furent officiellement restituées à Adèle, Gaspard organisa une réunion au domaine des Mimosas. Il invita tous les paysans qui travaillaient les terres d'Adèle, les voisins de Valençol,
les autorités locales. Il voulait que tous sachent la vérité, que tous voient qui était vraiment son épouse. Adèle entra dans le salon principal du domaine, vêtue d'un tailleur simple mais élégant, de couleur vert olive, les cheveux attachés en un chignon bas. Elle ne ressemblait plus à la femme courbée et effrayée d'il y a des mois. Elle marchait le dos droit, le regard ferme, le sourire tranquille de celle qui a trouvé sa place dans le monde. Gaspard la présenta à tous. « Voici mon épouse Adèle de Montaigne, née Moreau, propriétaire de 300 hectares de terre, mère de 2 enfants extraordinaires et la femme la plus courageuse et généreuse que j'ai jamais connue. Et je veux que vous sachiez tous que les décisions concernant ces terres seront prises par elle, car elles sont à elle, pas à moi. » Les paysans, dont beaucoup avaient travaillé ces terres pendant des années, sans savoir qu'elles appartenaient à la fille de M. Ernest, se levèrent et applaudirent. Certains pleuraient parce qu'Adèle, dans son premier acte en tant que propriétaire, avait annoncé qu'elle ne les chasserait pas, qu'il continuerait à travailler la terre, mais maintenant avec des contrats justes, avec des salaires décents, avec respect. « Mon père aimait cette terre, » dit Adèle d'une voix claire, sans trembler, « et je vais honorer sa mémoire en la traitant avec le même amour et en traitant ceux qui la travaillent avec la dignité qu'ils méritent. » L'applaudissement fut assourdissant. Adèle regarda Gaspard et vit dans ses yeux la même fierté qu'elle avait vue le jour où il l'avait demandé en mariage. Mais maintenant, c'était différent. Maintenant, Adèle n'avait plus besoin que quelqu'un d'autre la valide. Elle savait qui elle était, elle savait ce qu'elle valait. Les mois suivants apportèrent plus de changements. Adèle, avec l'aide de Gaspard, modernisa les terres, construisit des maisons pour les ouvriers, ouvrit une petite école pour les enfants des paysans, et peu à peu son nom devint synonyme, non de pauvreté ou d'humiliation, mais de justice et de générosité. 1 an après le mariage, Adèle marchait sur la place de Valensole-les-Buis avec Sophie à la main. La fillette avait maintenant 12 ans et étudiait dans une école privée à Avignon. Rémi, 15 ans, travaillait au domaine, apprenant le métier de propriétaire terrien aux côtés de Gaspard. La vie avait changé d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait imaginé. Les femmes du village, les mêmes qui murmuraient auparavant quand Adèle passait, la saluaient maintenant avec respect. Certaines lui demandaient même conseil sur leurs propres problèmes. Adèle les écoutait avec patience, sans rancune, sans arrogance, car l'argent et les terres n'avaient pas changé qui elle était. Ils avaient seulement révélé ce qui avait toujours été là. Elle passa devant l'épicerie de M. Bernard. Le vieil épicier sortit la saluer avec un sourire. « Madame Adèle, quel plaisir de vous voir. Comment va M. Gaspard ?»« Bien, Monsieur Bernard, merci beaucoup. Vous savez, j'ai toujours su que vous étiez spécial. Depuis que vous étiez une enfant et que vous veniez avec votre père acheter du sucre, je l'ai toujours su. » Adèle sourit sans rien dire. Elle savait que M. Bernard ne l'avait jamais défendue quand les femmes se moquaient d'elle. Mais elle savait aussi que garder rancune n'empoisonnait que l'âme. Alors elle hocha la tête avec gentillesse et continua de marcher. Au bout de la place, assise sur le même banc où elle s'asseyait auparavant pour rire et critiquer, se trouvaient Camille et Manon. Elles avaient déjà purgé leur punition communautaire, mais aucune n'avait trouvé de mari. Aucune n'avait trouvé l'avenir doré qu'elles croyaient mériter parce qu'elles étaient jolies. Camille travaillait maintenant dans un magasin de vêtements à Aix-en-Provence. Manon aidait à la boulangerie de sa tante. Elles vivaient des vies ordinaires, grises, poursuivies par la réputation de ce qu'elles avaient fait. Quand elles virent Adèle s'approcher, toutes deux baissèrent les yeux, mais Adèle s'arrêta devant elle. Sophie la regarda confuse, mais Adèle lui serra doucement la main. « Bonsoir », dit Adèle d'une voix tranquille. Camille leva les yeux surprise. « Madame Adèle, je voulais juste vous dire que je ne garde pas rancune. Ce qui est arrivé est arrivé. J'espère que vous avez appris et j'espère que vous trouverez la paix. » Manon ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Elle ne put que hocher la tête. Les yeux humides, Camille déglutit et murmura un merci, à peine audible. Adèle continua de marcher avec Sophie à ses côtés. La fillette la regarda avec admiration. « Maman, pourquoi as-tu été gentille avec elle après tout ce qu'elles t'ont fait ?» Adèle s'arrêta et s'agenouilla pour être à la hauteur de sa fille. « Parce que la rancune ne fait de mal qu'à toi-même, mon amour. Elles ont déjà perdu. Elles ont perdu l'opportunité d'être heureuses en étant obsédées par quelque chose qu'elles n'ont jamais eu. Moi, en revanche, j'ai gagné. J'ai gagné un mari merveilleux. J'ai récupéré ce qui était à moi et surtout, j'ai appris à me valoriser. C'est ça, la vraie victoire. » Sophie l'étreignit fort, et ensemble, elles continuèrent de marcher dans le village qui méprisait Adèle auparavant, mais qui la regardait maintenant avec respect, et dans certains cas, avec une admiration sincère. Cette nuit-là, au domaine des Mimosas, Adèle et Gaspard
dînèrent dans la cour sous les étoiles. Les enfants dormaient déjà, l'air sentait le jasmin et la terre mouillée. Gaspard prit la main d'Adèle sur la table. « Sais-tu ce que j'aime le plus chez toi ?» demanda-t-il d'une voix douce. « Quoi ? Que tu n'as jamais changé. Avec tout ce qui s'est passé, avec l'argent, avec les terres, avec le respect du village, tu es restée la même femme que j'ai rencontrée. Humble, généreuse, forte. » Adèle sourit en serrant sa main. « C'est parce que tu m'as appris à me voir comme je suis vraiment, pas comme les autres me voyaient. Et ça n'a pas de prix. » Ils restèrent en silence, profitant de la nuit, du chant des grillons, de la paix qu'ils avaient construite ensemble. Et tandis que les étoiles brillaient sur les collines de Valensole-les-Buis, Adèle de Montaigne, née Moreau, la femme qui fut autrefois considérée comme la plus laide du village, celle qui fut humiliée, méprisée et rejetée, se reposait dans les bras de l'homme qui l'aimait, non pas parce qu'elle était devenue belle, mais parce qu'elle l'avait toujours été. Et finalement, le monde entier l'avait vue. Le caractère demeure. La bonté est récompensée et le véritable amour reconnaît ce que les autres n'ont jamais voulu voir. Cette histoire nous apprend que la véritable valeur d'une personne n'est jamais dans ce que les yeux voient, mais dans ce que le cœur contient. La beauté physique s'estompe, l'orgueil s'effondre. Mais le caractère, la bonté et la dignité demeurent pour toujours. Adèle a été méprisée, humiliée et rejetée, mais elle n'a jamais perdu son essence. Et quand le moment est venu, la vie lui a rendu tout ce que le monde lui avait pris. Alors souviens-toi, peu importe combien de personnes te rabaissent aujourd'hui, si tu gardes ton cœur pur et ta dignité intacte, le temps et Dieu se chargeront de mettre chacun à sa place. Ce que tu sèmes en silence, tu le récolteras avec honneur. Si cette histoire t'a ému, abonne-toi à notre chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Que Dieu te bénisse.